Mais alors, Pilar, dis-moi sincèrement, je danse vraiment comme une fille? Si. Merci, Pilar. Tu n'imagines pas ce que ma mère va être heureuse. Les garçons et Guillaume, à table. Et oh, vous voulez boire quelque chose? Eh ben dites-le, mon vieux. Enfin, je veux dire, 3 plombs pour sortir quoi? Un déca, un Perrier? Faut quand même pas charrier, hein. On va faire une massage sportif, hein? C'est elle qui m'a dit de prendre une pomme, de la manger, puis de l'acheter. Les hommes, ils ont 2 manières de respirer, pas plus. Selon qu'ils sont calmes ou excités, c'est tout. Ah bah c'est ça, c'est comme les kleps. Je veux quitter Vienne et la cour, je n'y trouve pas l'amour ni la tendresse dont j'ai besoin. La tête qu'il a fait quand il a vu que c'était moi et pas ma mère. Oh, j'ai vu dans ses yeux qu'il avait compris. Mais alors, c'est ma mère qui va être hyper heureuse parce que ça y est, lui aussi a compris que j'étais une fille. Maman, ça y est, papa a compris. Bien que son père eût imaginé pour lui un brillant avenir dans l'armée, Hervé Joncourt avait fini par gagner sa vie grâce à une profession insolite. Pour vivre, Hervé Joncourt achetait et vendait des verres à soie. De toute façon, nous n'avons pas le choix. Si nous voulons survivre, il nous faut aller là-bas. Mais il est où exactement ce Japon? Toujours tout droit, jusqu'à la fin du monde. Aux portes de la ville-dieu, Hervé Joncourt serra sa femme Hélène contre lui et lui dit simplement « Tu ne dois avoir peur de rien ». C'était une femme grande, aux gestes lents. Elle avait une voix superbe. Arакei était vêtue d'une tunique sombre et ne portait aucun bijou. Seul signe visible de son pouvoir, une femme étendue près de lui, la tête posée sur ses genoux, les yeux fermés, les bras cachés sous un ample vêtement rouge flamme qui se déployait autour d'elle. Arакei lui passait lentement la main sur les cheveux. La jeune fille souleva légèrement la tête. Pour la première fois, elle détacha son regard d'Hervé Joncourt et le posa sur la tasse. Lentement, elle la tourna jusqu'à avoir sous les lèvres l'endroit exact où il avait bu. En fermant à demi les yeux, elle but une gorgée de thé. Il sut qu'il était arrivé non loin de la demeure d'Arакei lorsqu'il vit une immense volière qui abritait un nombre incroyable d'oiseaux de toutes sortes. Un spectacle. Madame Blanche était vêtue d'un très léger kimono blanc. À ses doigts, comme autant de bagues, des petites fleurs d'un bleu intense. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous êtes assez riche pour coucher avec moi? Et au bout de la route, il trouva le village d'Arакei. Entièrement brûlé, les maisons, les arbres, tout. Il n'y avait plus rien, plus âme qui vive. Hervé Joncourt avait derrière lui une route longue de 8000 km et devant lui, rien. Au 12 de la rue Mosca, chez Madame Blanche, rien n'avait changé. La fête n'était toujours pas terminée. Les filles étaient toutes jeunes et françaises. Il y avait toujours un pianiste qui jouait en sourdine des airs aux senteurs de Russie. 2 mois et 11 jours après la mort d'Hélène, Hervé Joncourt alla sur la tombe de sa femme et découvrit, à côté des roses qu'il déposait chaque semaine, un anneau de minuscules fleurs bleues.
Je suis une fille. Et voilà, Majesté, je suis Edward Kynaston. Le comédien, Charlie. Je jouais Desdemone. Entendez-le, monsieur Kynaston, c'est un triomphe. L'attraction, c'est moi. Ça reste à prouver. Il est trop tard. Fais que je t'étouffe, fais que je t'étouffe, fais que je t'étouffe, voilà. Mais où sont tes lettres? Où sont tes admiratrices? Qui ne connaît pas le fameux Kynaston? Nous aimerions que vous restiez tel que vous êtes. Meurs pour moi, Desdemone. Je pense qu'il serait divertissant de voir des femmes sur scène. J'ai vu une comédienne sur scène ce soir. C'est une plaisanterie. Une femme qui joue une femme, c'est ridicule. Où est l'enjeu? Où est la prouesse? Attendez, Margaret Hughes, la Margaret Hughes qui a joué avant-hier chez Kiligrou, c'était vous? C'était moi. J'ai travaillé la moitié de ma vie pour faire ce que je fais. Moi, je veux être actrice plus que tout au monde. Mais s'il faut lire. Qui était votre professeur? Dans quel cave? Mais si c'est comme ça que vous traitez les femmes. Écoutez-moi bien, monsieur. Les femmes, vous le revaudront. Que nul homme ne puisse plus jouer une femme sur une scène anglaise. Je ne veux pas de toi. Elle a été la première. Et vous aurez été le dernier. Je ne veux pas de ce que tu es maintenant. Jouer un homme, Kynaston. La question n'est pas de jouer un homme, je peux jouer un homme. Mais où serait l'art? Et maintenant, qui êtes-vous maintenant? Je ne sais pas. Alors, votre réponse? Je vais avoir besoin d'un pantalon. C'est ce qu'on entend à chaque fois qu'une horreur est sur le point d'être commise. Cela fait des années que les Français le font. Paris, 1956. Un soir, un commissariat, une femme porte plainte contre son mari. Est-ce qu'elle est victime? Est-ce qu'elle est coupable? C'est ce qu'on vous propose de découvrir dans la pièce. Alors bonjour, je m'appelle Yann Coeslier et je joue le rôle de Philippe Rouvier, qui est un directeur d'un des plus grands théâtres de Paris et qui est marié à Louise, sa femme, depuis 10 ans. C'est un mari manipulateur, violent, mais qui paraît bien sous tout rapport. Bonjour, je m'appelle Nicolas Argudin et je joue le rôle du policier. C'est un jeune policier qui vient de rentrer dans un commissariat, qui se retrouve avec un cas qui, au demeurant, c'est une petite histoire de couple avec la femme qui vient porter plainte contre son mari. Et son instinct lui dit qu'il doit un petit peu approfondir et puis gratter un peu cette histoire dans l'objectif de trouver et de tomber sur l'histoire du siècle. Et bonjour, je m'appelle Aurélie Camus et je joue le rôle de Louise Rouvier, qui est donc la femme de Philippe Rouvier et qui est une jeune femme qui travaille donc dans le théâtre aux côtés de son mari et qui a besoin à un moment donné de partir, de se découvrir et de s'émanciper et de quitter cette relation toxique. Et la mise en scène est assurée par François Rivière, qui est également l'auteur de la pièce. Dans une incroyable scénographie d'Agathe Mondali. Ce qui, moi, est revenu, c'est le réalisme des personnages. C'est pas des stéréotypes, c'est pas des caricatures. On essaye de retranscrire, je pense, tous comme on est, de façon le plus neutre possible, quelque chose qui aurait pu arriver à n'importe qui à cette époque-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'on raconte une histoire qui se passe en 1956, une femme qui porte plainte dans un commissariat, on voit comment elle est reçue, et le transposer 70 ans avant nous permet de prendre un peu de distance, mais ça se passe encore très souvent aujourd'hui, trop souvent. Comme c'est une sorte de huis clos, enfin il y a deux espaces scéniques, mais voilà, le spectateur est vraiment pris dans l'histoire et se fait embarquer et surprendre, et voilà. Opératrice comme j'écoute. À qui je vous transfère, mon bon monsieur? Eh ben c'est fait, la bonne journée à vous.
Ça prend vite, hein? C'est audacieux d'être venue seule à Paris à 20 ans. La capitale est un vrai coupe-gorge pour une jeune fille sans souffle. Vas-tu me défendre? Marthe! Batifol en combinaison! Prête à répondre à votre demande? Laissez-moi conduire l'appel, commencez par ôter votre pantalon. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Des coquettes paparouchettes prêtes à faire des gentillesses par bigophone aux bons hommes qu'on abandonne? Faut pas qu'elle appelle, que ça vienne de nous. Ah bah ça non, c'est... Alors, il faut immédiatement contacter tous les magazines et leur demander de retirer les annonces. Ah non! Les petites dames, bonjour! S'allonge, à même le sol. Marlène va passer à la casserole! Bernadette? Oui? J'ai hâte d'être à jeudi. Les roses de Paris! Le téléphone! Le téléphone rose. La ligne rose! La ligne rose! Face à la magie, personne n'est réellement insensible. Il y a ceux qui disent « j'y crois ». Il y a ceux qui disent « j'y crois pas ». Et il y a ceux plus rares qui disent « je ne sais pas ». Vous cherchez le truc, nous cherchons toujours une explication, et ainsi nous chassons le mystère. Je vais vous faire une confidence. Nous sommes tous des illusionnistes. Ce sont nos souvenirs que nous construisions, modifions, transformons avec le temps. Nos souvenirs qui tissent notre identité, qui ont eux aussi leur part d'illusion. Ceci n'est pas un rocher, c'est le poids de nos certitudes. J'ai découvert que les secrets cachent en réalité d'autres secrets. Concentrez-vous un instant, il y a... Est-ce que vous vous êtes blessé? Oui. Vérifiez que cette barre en métal est bien solide, qu'on ne peut pas la plier. Prenez Magritte, écrivez, tout ce que l'on voit cache toujours autre chose. Je jure sur l'honneur que c'est exactement ainsi que les choses se sont passées. À peine ai-je fait 3 pas, que font irruption dans mon bureau 2 hommes armés d'une étrange pâleur. Oh les mains! Pourquoi ces hommes sont-ils si nerveux?
Et si pâles? Non, certes, ils n'ont pas peur. Non, ce qu'ils ont, c'est le trac. Un trac d'acteurs. D'acteurs qui rempliraient des rôles au-dessus de leurs moyens. Car à n'en pas douter, il y a de la comédie dans tout cela, et mais aussi de la posture. Un homme d'une quarantaine d'années, qui porte une blouse blanche, et puis qui n'a pas l'air, en première vue, d'un mauvais bougre, m'accueille avec satisfaction par ces mots imprévus. Ah, voilà ce salaud. Je lui demande alors, nous nous connaissons? Il me dit, bah, oh, ça va. Dans une grande salle, une douzaine de tables, à chacune d'elles un tribunal, 3 hommes. Non, prénom, égalité, et tout de suite, la question la plus inattendue qui soit, pourquoi vous a-t-on arrêté? Ah, vous n'avez aucune idée, non? Et vous? Ah, aucune. Et pourquoi faut-il que je repense à cette exécution qui m'a été promise pour le lendemain? Puisque je n'y crois pas. Et s'ils en avaient eu cette intention, ils me l'auraient fait la surprise le matin, mon réveil. Et puis pas eux, pas ces gens-là, non, non. Ah, s'ils étaient des auteurs dramatiques, j'y passerais sûrement. Guitry, Guitry, réveillez-vous. Mais Claire, avec une lampe torche, approchez-vous. Je m'approche. Ah. Et on me crache au visage. Nous passons notre journée entière à tuer des punaises en les écrasant au mur. Debout sur nos lits, avec le talon du soulier, nous les écrasons. Voilà. Monsieur Roch des usines Renault ferme les yeux avant de les tuer. Moi, j'en rate beaucoup. Ah. Mais le ministre Berthelot, lui, pof, ne rate pas une. Une grande, grosse dame blonde, gonflée à bloc, me traîne. Seul collabo! Puis, ne trouvant rien d'autre, elle agite. C'est l'assassin! Ben, qui c'est celui-là? Lui demande quelqu'un. À Chamazib, elle répond alors. Rému! Et c'est à mon tour d'y passer. J'en reçois dans la nuque un coup de poing, et c'est un coup de pied dans les reins qui me projette en avant. Atterrissage en vol plané. J'évite par miracle la croque en jambe qui m'est fait par un homme roux, mais d'une laideur surhumaine. Lorsque nous y pensons, il faut que notre mort ait au moins des façons. Qu'elle soit sans pitié, j'y souscris volontiers, mais que terrifiante. Elle a un certain charme. Ne soyez pas de ceux qui haïssent jamais. Tâchez d'être plutôt parmi ceux que l'on hait. On y est en meilleure compagnie. Mon fils est prêtre. Était. On avait retrouvé son corps sans vie, étendu dans le salon du presbytère. Madame de Mirmont, votre fils, le père Pierre-Marie, avait-il des raisons de se donner la mort? Que celui qui va être ordonné prêtre s'avance. Un homme, lui aussi victime, décide de briser l'omerta en témoignant à visage découvert. Il s'agit de témoignages grotesques. Que Dieu achève en vous ce qu'il a commencé. Mon fils, mon Dieu, ma chute. Que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Je ne donnerai pas mon pardon. Ni aujourd'hui, ni demain, ni jamais. Je ne donnerai pas mon pardon parce que cet homme m'a tué. Allô, Souci ravi? Ah non, je suis pas ravie, non. Ah bon, qui êtes-vous? Bah, et vous êtes qui, vous? Dites donc, vous ne devriez pas donner votre numéro comme ça à un homme. Y a tellement d'hommes qui rappellent jamais. C'est une invitation? Quel âge avez-vous? C'est déplacé de demander son âge à une femme. Vous êtes une femme? Non, parce que je pensais que vous étiez un écureuil. Et j'entends que vous avez dans les 30 ans? Oui, presque. J'ai 35 ans. Ah, il va être content quand il va découvrir que t'as 60 ans, 2 filles et 4 petits-enfants. Il va vite voir que tu n'es pas mademoiselle. Oh là là là. Qu'est-ce qui t'arrive, mon vieux? Arrêtons là nos conneries romantico-sirupeuses et foutez-moi la paix. Parfait. Message reçu. Allez, bon vent.
s'habitue vite à ces petites bêtes, c'est dangereux. Méfions-nous des écureuils. Je dois vous avouer quelque chose. Je vous ai menti. Moi aussi, je vous ai menti. Now, ladies and gentlemen, Imperio and Dolores! Harry Broadway, Imperio et Dolores étaient nés. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Mais qu'est-ce que tu veux qu'ils nous fassent? Eh, Imperio et Dolores, ils sont connus. Ils vont quand même pas nous virer comme ça du jour au lendemain. Tous les juifs, on a jusqu'à la fin du mois pour aller vivre dans le sang. Hein? Mais où ça? Dans le quartier juif. Eh, vous! Ah, vous étiez jamais, non? Je serais vous. Je quitterai le ghetto le plus vite possible. Ça représente quoi, le flamenco? J'y vois un homme qu'on persécute et qui refuse de baisser la tête. Il regarde son oppresseur droit dans les yeux. Il m'arrivera rien, t'en fais pas. Tu me le promets? Je te le promets. Pour la première fois de ma vie, je me mets à haïr. J'ai peut-être une proposition à vous faire, Sylvie Rubinstein. Si vous dites oui, il n'y aura pas de marche arrière possible.